Le webinaire. Maintenant, on est diffusé. Bonjour à tous, nous sommes jeudi 17 septembre, il est midi passé de quelques minutes et nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce nouveau webinaire Delville dédié au bien-être au travail et à la performance économique. Je suis Sophie Ruffin, directrice associée en charge du pôle industrie du cabinet Delville Management. Nous sommes un cabinet français indépendant, pure player du management de transition. Quelques mots sur Delville, 150 missions par an. Nous nous positionnons dans le top 3 du management de transition en France et nous accompagnons la transformation des entreprises. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous nos managers qui sont connectés aujourd'hui, nos clients et Anne-Lise tout particulièrement qui est en charge du marketing chez Delville et sans laquelle le webinaire n'aurait pas pu être possible. Alors, en cette rentrée particulièrement qui est particulière en temps de Covid, où dirigeants et équipes sont tout spécialement concentrés sur comment délivrer le budget, ce thème du bien-être au travail et de la performance économique nous semblait plus que pertinent. Cet enjeu du bien-être au travail, en effet, il est double. D'un côté, c'est une attente très forte des collaborateurs, sans surprise. Selon une étude Ipsos 2016, le bien-être au travail est un critère important pour 86% des jeunes diplômés, contre 43% pour la rémunération. Donc, une attente forte pour les collaborateurs, mais c'est aussi un impact très conséquent pour les entreprises. Il y a un chiffre intéressant, on va essayer de ne pas vous donner trop de chiffres, néanmoins celui-ci nous a frappé. Une étude du fonds Happy at Work de Sycomore Asset Management, qui est un fonds qui investit dans les entreprises dans lesquelles les collaborateurs disent se sentir bien, a réalisé une performance de 30% entre 2015 et 2016, là où les autres entreprises classiques européennes ont enregistré une performance de seulement 3%. On voit bien, le sujet du bien-être au travail est un sujet stratégique pour les entreprises qui veulent réaliser de la croissance rentable. Seulement, on ne le mesure que trop rarement, la notion de bien-être au travail, qui mesure aujourd'hui le coût du turnover. Pourtant, des méthodes se développent pour aider direction générale, direction des ressources humaines, managers d'équipe, pour prendre le pouls de l'ambiance du travail et comprendre les attentes des collaborateurs en matière de ce que l'on appelle aujourd'hui QVT, qualité de vie au travail. Alors pourquoi l'agroalimentaire? C'est vrai que le titre du webinaire, c'est acteurs de l'agroalimentaire, pour deux raisons. Bien sûr, le sujet concerne tous les secteurs. Agroalimentaire parce que c'est un secteur qui, moi, m'est particulièrement cher pour avoir pendant plus de 25 ans accompagné des dirigeants, dirigé moi-même des équipes dans le développement de très belles ETI de l'agroalimentaire. Mais c'est aussi parce que l'agroalimentaire, et nos intervenants en sont des experts, en particulier les directions, se retrouvent confrontés à des attentes très diverses. D'un côté, la préoccupation des services supports dans les sièges sociaux, et puis les équipes, celles des sièges, des équipes des sites industriels, sites qui ont été particulièrement sollicités au cœur de la crise du Covid. Donc, lors de ce webinaire, nous allons tenter, avec nos invités expérimentés que je vais vous présenter, parce que je parle beaucoup, vous apporter des réponses vraiment simples et pragmatiques pour répondre à ces enjeux. Trois invités, Charles de Fréminville, cofondateur, dirigeant d'une formidable start-up qui s'appelle Bloom at Work, Bloom comme fleurir, dédié à la mesure de l'engagement des collaborateurs sur comment identifier des leviers d'action et permettre à ces collaborateurs justement de mieux fleurir, de s'épanouir au travail. Charles est le créateur des Awards du bien-être. Marie Decoeur, Marie est HR manager dans le groupe Bell, qui va vous faire un retour d'expérience sur justement ces baromètres du bien-être et comment ils peuvent être créateurs de valeur. Alors, on ne présente plus le groupe Bell, Marie reviendra.
mais Bell est un exemple qui nous a semblé particulièrement intéressant d'entreprise qui déploie un modèle durable et profitable sans faire de concessions avec la création de valeur. Troisième intervenant, sans lequel le webinaire n'aurait pas eu lieu non plus, Frédéric Bouisset, que je salue tout particulièrement. Alors, on ne présente plus Frédéric, hein, ex-président du directoire de Fleury-Michon, ex-CEO Lactalis États-Unis, ex-CEO de la Berry. Frédéric est un expert de l'agroalimentaire et accompagne aujourd'hui des PME et des startups dans leur déploiement stratégique, toujours avec la création de valeur, et les hommes avec un grand H. Donc, merci encore Frédéric pour nous avoir permis d'organiser ce webinaire. Voilà, avant de passer la parole à Charles, petit point, vous pouvez poser des questions via notre chat ou le petit bouton en bas qui s'appelle « Converser » ou « Questions et réponses ». Alice, questions-réponses? Donc, plutôt Q&R, questions et réponses. Q&R, oui. Voilà, Q&R, n'hésitez pas. On a prévu en fin des interventions de passer les questions et d'y répondre à la fin des présentations. Et vous pouvez également voter pour les questions. Vous pouvez aussi voter pour les questions. Absolument. Écoutez, il est 12h08. Charles, la parole est à toi. Eh ben, merci beaucoup, Sophie. Et puis, merci aussi à Annelise et à toi pour l'organisation de ce webinaire. Je suis ravi de pouvoir intervenir. Et donc, effectivement, comment mesurer l'engagement des collaborateurs pour piloter la transformation? C'était un peu une notation chez Bloom at Work. Bloom, qu'est-ce que c'est? C'est donc une start-up qui a été créée il y a maintenant près de 4 ans et qui part d'un ressenti, qui est de dire que le bien-être au travail, c'est quelque chose qui doit être factualisé. Et on entend beaucoup de choses sur cette thématique-là et l'engagement des collaborateurs. Et bien, nous, on pense qu'il faut avoir une démarche cadrée, factuelle et appuyée sur des chiffres. Et les meilleures personnes qui sont armées pour partager ces chiffres-là, c'est les collaborateurs. Et donc, notre méthode, elle commence par un premier point qui est la mesure du bien-être des collaborateurs avec des enquêtes qu'on pourra vous montrer. Le deuxième temps, c'est de l'analyse avec des tableaux de bord pour présenter ces résultats en temps direct. Et le troisième point, c'est l'amélioration. Et donc, en fait, cette méthode de mesure, d'analyse et d'amélioration, c'est quelque chose que moi, j'avais vécu dans mon expérience professionnelle passée. J'étais consultant dans une entreprise qui n'est pas trop connue pour le bien-être au travail, qui s'appelle McKinsey. Et en fait, on avait des enquêtes courtes et fréquentes, toutes les 2 semaines, pour savoir comment évoluer notre morale au cours des différentes missions. On terminait à minuit, on disait « tout va très bien, Madame la Marquise ». Et puis, il y a eu des missions un peu plus chahutées où là, on pouvait s'exprimer. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai vu l'importance de ces boucles de feedback régulières et fréquentes. Car si je zoome sur ce premier point, la partie mesure, nous, ce que nous proposons, c'est donc des quiz. Je reste sur la page présente sur les quiz. Si possible, voilà. Ouais. Des quiz courts et fréquents et anonymes. Et donc, les quiz courts, c'est vraiment des quiz de 2 minutes. Ça peut être 7 questions. Fréquents, ça peut être toutes les 2 semaines, tous les mois ou tous les 2 mois. Et anonyme, c'est un élément qui est essentiel pour que les collaborateurs puissent s'exprimer en toute transparence. Et donc, les questions peuvent être personnalisées au contexte d'entreprise ou venir de notre banque de plus de 200 questions conçues par des experts qui permettent d'être benchmarkables et comparables. Et une fois que j'ai ces résultats-là, contrairement à des enquêtes annuelles dans lesquelles il y a parfois des mois entre le moment où le collaborateur répond et le moment où le résultat peut être partagé avec l'équipe opérationnelle, on va proposer des tableaux de bord pour ne rien manquer. Et on va le faire de 2 façons. D'une part, on va voir un tableau de bord directement pour le manager qui est une vraie boussole. Et puis, on va l'avoir en direct. Donc, on va décentraliser les résultats et on va les faire en direct. Et puis, le dernier point, c'est que sur la plateforme, on va proposer aussi des éléments pour aider et accompagner les collaborateurs. Donc, des ressources. Alors, concrètement, quel type de questions, et donc on voit ça sur la page suivante, quel type de questions on peut poser aux collaborateurs? Nous, on pense que le bien-être du collaborateur, le bien-être au travail, c'est une notion globale, et un peu comme le bien-être d'un collaborateur, de quelqu'un dans sa vie, bien un peu une sorte de pyramide, c'est un peu la pyramide de Maslow pour le bien-être au travail. Et donc, il y a des besoins primaires, comme l'ambiance de travail, la charge de travail, l'espace et les conditions de travail. Et puis là-dessus viennent de se superposer des besoins sociaux, et puis un développement personnel, et puis même des besoins aspirationnels avec la fierté, le sens et la créativité. Et donc, toutes ces thématiques-là vont être abordées dans nos questionnaires qui donc ont une vocation globale. Donc ça, c'est pour le fond. Pour la forme, et peut-être qu'on va pouvoir vous montrer un exemple pour vous montrer aussi que c'est très rapide et fluide. Et après, j'arrêterai de parler de Bloom, parce que le but, ce n'est pas de vous parler de Bloom, le but, c'est de vous dire
pourquoi c'est important d'arriver à mesurer en continu le bien-être des collaborateurs et comment on fait ça. Donc, on fait ça avec un schéma d'ensemble très précis et puis on fait ça aussi avec une expérience qui doit être simple et fluide pour les collaborateurs pour qu'ils aient envie de répondre régulièrement. Et donc, concrètement, on va leur envoyer un petit message comme celui que vous pouvez voir à l'écran ici. C'est un mail très simple et vous pouvez cliquer directement dans le corps du mail sur l'image qui est associée à une réponse à une première question. Je peux cliquer dessus et ça va ouvrir une page web pour poursuivre mon expérience de quiz. C'est intéressant parce qu'effectivement, ça a totalement fluidifié la démarche. Et là, on est toujours sur la boîte mail d'Annelise. Et ça va me permettre, je n'ai pas besoin de rentrer entre guillemets mon mot de passe, ma fonction et autres. Je vais pouvoir répondre directement à l'expérience Bloom. Et donc là, on aura différentes questions sur la dernière ronde d'équipe. Et bah, la plupart des gens, est-ce qu'ils étaient sur leur portable, est-ce qu'ils parlaient tous en même temps, ou est-ce qu'ils écoutaient le boss? Et donc, je peux continuer à avancer comme ça dans mon expérience. Je peux faire des petits commentaires, des questions sur les équipements dans l'entreprise. Donc voilà, est-ce qu'on est à l'âge de pierre, au contraire, est-ce qu'on a tout ce qu'il nous faut? Donc l'idée ici, c'est d'arriver à sonder le collaborateur de manière réelle. Cette mesure, pour qu'elle soit pertinente, il faut aussi qu'elle soit fluide, ludique et donc pas trop formelle pour parler le langage du collaborateur. Et puis une petite dernière, et puis on s'arrêtera là. Vous venez tester un truc nouveau, mais ça a raté. Est-ce que votre manager va vous faire passer un sale quart d'heure ou pas? Voilà, on ose parfois aussi poser des questions un petit peu qui peuvent gratter, et c'est important. Donc l'idée, c'est de poser des questions qui grattent comme la charge de travail, mais si on repasse sur la présentation, c'est de se dire, cette mesure, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle doit être, un, régulière. Elle doit, deux, donc permettre d'avoir des éléments factuels, et trois, elle doit être au plus près du collaborateur. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette vue juste de l'expérience Bloom. C'est pour montrer que cette notion de bien-être au travail, elle doit être au plus près de, un, leurs attentes, deux, au plus près de leurs outils, et trois, au plus près de leur ton. Et donc, c'est pour ça que la solution d'une enquête récurrente est intéressante et va favoriser l'expression libre. Imaginez-vous, vous avez fait une enquête collaborateur tous les ans, tous les 2 ans. Bah voilà, il suffit qu'il y ait une grève dans le métro ou qu'il pleuve un peu trop. Vous avez déjà un petit peu énervé. Là, en faisant des enquêtes plus fréquentes, vous pourrez lisser entre guillemets ce risque-là. Et puis, en plus, si vous avez des enquêtes tous les ans, bah, vous risquez entre guillemets de créer un peu des cristallisations et les gens peuvent se dire là, c'est mon enquête de l'année, j'ai entre guillemets envie d'arriver à, à vider mon sac pendant cette enquête-là. Alors, si vous faites de manière plus fluide, vous aurez plus des éléments plus riches et plus qualitatifs. Et donc, c'est pour ça qu'une prise de pouls régulière est essentielle et aussi que cette prise de pouls, elle doit être partagée. La mesure de bien-être au travail, c'est un élément. Son animation, c'est un deuxième élément. Et c'est pour ça qu'il faut autonomiser les équipes dans la gestion de ces éléments-là et de faire en sorte que chaque équipe, de manière un peu nucléaire, puisse analyser ses propres tailles, définir ses propres plans d'action. Et ça fait peut-être une transition avec des cas concrets. Et je voulais partager avec vous 2 exemples concrets de structures de tailles différentes qui, sur des sujets différents, ont pu utiliser Bloom. D'abord, une société de conseil d'une 50aine de personnes qui s'appelle 12 Consulting. Eux, effectivement, ils ont voulu suivre effectivement le suivi du moral des équipes en mission. On a lancé Bloom en étant présent dans le locaux pour arriver avec notre Happiness Advisor à incarner le projet. Et puis, une animation continue avec tous les mois une revue collective des résultats, une participation aux awards du bien-être au travail dont on parlait tout à l'heure et qu'ils ont même gagné. Et ça a permis d'avoir une participation moyenne de 80% à ces quiz-là. Ça veut dire aussi que plus vous allez animer cet outil, plus vous allez parler de vos résultats, plus vous pourrez avoir des mesures précises avec beaucoup de répondants. Et donc, il y a une chaîne vertueuse qui s'initie entre j'ai des résultats, je les interprète, je les partage, je prends des plans d'action. Et comme ces actions sont prises, et vous voyez des exemples ici sur la slide, les collaborateurs vont se dire, eh bien, je suis écouté, je suis valorisé, et donc je vais continuer à répondre à ce type d'enquête. Et donc, ça peut être à la fois de la gestion de la charge de travail, l'organisation de petits déjeuners inspirants, des revues de cohésion d'équipe, et c'est des choses très concrètes qui se passent sur le terrain, et c'est ça qui permet à votre enquête d'avoir une crédibilité et donc d'avoir des participations importantes. Et puis, pour terminer sur un deuxième projet, dans un cadre très différent, là, on va être sur un grand groupe, dans une période assez spéciale, une période de changement. Et donc, L'Oréal, en l'occurrence, avait déménagé ses équipes dans un nouveau bâtiment. Et donc là, l'idée, effectivement, c'était sur ces 2500 collaborateurs, d'arriver à identifier des irritants très concrets qui peuvent se poser lorsqu'on déménage, d'arriver à évaluer effectivement tous les 15 jours. Enfin, d'abord, on était très intense dans la fréquence, puis on l'a relâché au fil du temps
pour d'abord traiter très rapidement certains problèmes et puis le faire de manière plus fluide, et puis communiquer avec des affiches, avec des stand-up meetings, avec de l'écrit sur ces résultats-là. Et donc, on a fait vraiment des choses très micro, comme la réalisation de la file d'attente à la cantine, comme des choses peut-être plus d'usage régulier, comme les guides de bonne pratique sur la réservation des salles. Donc, l'idée, c'est que aussi un message, et à nouveau indépendamment de nous, plus l'entreprise est soumise à des changements, des déménagements, le Covid, une rentrée particulière, un changement de stratégie, une transformation culturelle, plus prendre le pouls des collaborateurs est essentiel. Et c'est ça qui sert de grain, de matière première pour mettre en place des plans d'action concrets. Je crois qu'il me reste quelques secondes juste pour vous dire, si vous avez vous-même mis en place des actions concrètes et innovantes pour le bien-être des collaborateurs, on serait absolument ravis que vous puissiez candidater aux Awards du bien-être au travail qui auront lieu le 5 novembre. C'est la 3e édition que nous organisons ces Awards-là. L'idée est simplement de valoriser les actions des entreprises qui ont fait des choses innovantes et intéressantes sur le bien-être au travail. Et donc, nous avons 4 catégories que vous voyez ici. Le projet le plus innovant, l'initiative collective la plus utile, la bonne idée à 0 €, et puis on a aussi le public qui sera présent au webinar pour voter pour le coup de cœur du public. Donc, si cette discussion de midi vous a inspiré et si vous avez des beaux projets, eh bien, n'hésitez pas à candidater en ligne. Vous allez sur le site de Blue Network et vous verrez donc les awards du bien-être au travail. Voilà. Merci beaucoup, Charles, pour cette intervention, avec toute l'énergie, la passion et le sourire qui te caractérise et que je suis sûre que tu communiques aux équipes. C'était bien. Merci de rappeler ce que c'est que le bien-être au travail. Une définition, des définitions, c'est vraiment important. Moi, j'ai noté des mots: fluidité, régularité, partage et puis surtout plan d'action. Donc, c'est intéressant maintenant qu'on partage justement avec Marie comment les outils, la méthode peut se mettre en place au service d'un très joli groupe agroalimentaire familial français qui est le groupe Bell. Marie, à toi la parole. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, d'autant plus que c'est ma première participation à un webinar, donc ravie de participer et de pouvoir échanger avec vous. Je vais vous dire quelques mots tout d'abord sur le groupe Bell pour ceux qui ne nous connaissent pas ou pas entièrement, on va dire. Et puis, je partagerai un peu mon retour d'expérience sur la démarche chez Bell en matière de QVT et le retour d'expérience du partenariat qu'on a depuis maintenant quelques temps avec Bloom. Donc Bell, en effet, c'est un groupe familial dirigé aujourd'hui par Antoine Févé, donc qui fait partie de la 5e génération, français, créé il y a 150 ans dans le Jura. Et aujourd'hui, on est présent dans un peu plus de 120 pays dans le monde et on touche environ 400 millions de consommateurs. On fabrique nos produits dans 32 sites de production. Alors, ça va des États-Unis à l'Europe, Afrique du Nord jusqu'au Vietnam en Asie. En partenariat aussi avec des producteurs laitiers pour pouvoir collecter le lait au plus près des bassins laitiers et de nos usines. En 2019, on a fait un peu plus de 3 milliards de chiffre d'affaires. Tout cela avec l'aide du coup de nos 12 000 salariés dans le monde. Et on est plus souvent connu par nos marques que par le nom de notre groupe. Donc, on peut citer notamment nos marques cœur comme la Vache qui rit, Babybel ou encore Kiri. Et plus récemment, on s'est diversifié l'idée, c'est d'être vraiment un acteur majeur du snacking sain, laitier et fruitier. Donc, il y a quelques temps, on a pris part, on a acquis le groupe MOM avec notamment des marques comme Pompot, Materne ou encore Gogo Squeeze aux États-Unis. Voilà, notre mission d'entreprise, c'est vraiment de s'engager pour une alimentation plus saine et responsable pour tous, d'où notre slogan, le For All, For Good. Donc voilà, le For All, c'est vraiment s'adapter aussi via des marques locales avec aux besoins de nos consommateurs, au plus près des pays, adapter nos recettes aussi, avec toujours une recherche de plus de naturalité et responsable, avec notamment toutes les initiatives autour du packaging. Donc voilà un petit peu en guise d'introduction pour le groupe Bell.
Maintenant, si je passe à notre démarche QVT, alors au-delà de la QVT, c'est une démarche qui s'inscrit vraiment dans le modèle social de l'entreprise, où on a vraiment voilà, un PDG, un comité de direction et l'ensemble de nos collaborateurs qui sont alignés derrière en fait un projet social d'entreprise qui est articulé autour de 2 axes. Le premier, c'est bien sûr la profitabilité. Voilà, on est forcément en entreprise en recherche de croissance économique. Donc derrière, ça veut dire pour nos usines une recherche aussi d'amélioration de productivité. Mais pourquoi? Pour investir et pour une croissance durable. Et donc, il y a ce deuxième axe qui est vraiment la durabilité, l'idée d'être une croissance responsable et de s'inscrire dans le temps. Ça fait 150 ans qu'on existe. Et notre souhait, c'est vraiment d'être là encore pendant les 150 prochaines années et d'avoir vraiment un impact positif sur le monde. Donc, ça paraît un petit peu ambitieux, mais voilà, on se dit que chacun à notre échelle, on peut aussi jouer notre rôle dans la transformation et notamment dans l'agroalimentaire. Donc voilà, tout ce projet social, il est guidé aussi par nos valeurs et par une mission engageante. Donc, vous voyez à l'écran nos 3 valeurs qui sont donc en français l'engagement, la bienveillance et l'audace. Et en fait, toute cette démarche derrière de bien-être au travail, elle est guidée aussi par ces valeurs. Et j'ai essayé de reprendre la pyramide de Bloom qui, au final, retranscrit bien nos actions. Donc, je vais vous donner peut-être quelques exemples pour que ça soit plus concret. Si je pars du bas de la pyramide avec les besoins primaires, et c'est notamment, ça a été notamment très, très poignant pendant la période du Covid où on a, nous, des équipes en usine qui, du coup, ont participé ont continué à produire, à venir sur les chaînes de production. Et c'était très important pour nous, en fait, de se dire, on veut que les personnes se sentent encore plus en sécurité à l'intérieur de Bel qu'à l'extérieur et de mettre tout en place pour cela. Donc voilà, ça passait par isoler les personnes fragiles, par des prises de température sur l'ensemble de nos sites, pour voilà, faire en sorte que les gens viennent au travail sans avoir la boule au ventre due au contexte. Et au final, ça a été une très bonne période pour nous en termes de productivité. On a eu une croissance de nos volumes aussi parce que c'était une période où les consommateurs étaient chez eux et consommaient davantage, mais aussi une période où on a su garantir la qualité, la sécurité. Donc en termes de performance économique, un bel exemple aussi d'initiative. Voilà, donc c'est important pour nous aussi d'intégrer les collaborateurs au choix de leurs espaces, de conditions de travail. Donc, pour vous donner juste un petit exemple, quand on a déménagé le siège il y a 4 ans, on a intégré les collaborateurs au choix des espaces de travail. Donc, par exemple, ils ont pu tester les fauteuils et participer au choix d'un fauteuil ergonomique qu'on a aujourd'hui. Voilà, c'est un autre petit exemple d'action. Je ne vais peut-être pas donner des exemples sur l'ensemble des points de la pyramide. Peut-être si on remonte un peu plus vers le haut sur la reconnaissance, valorisation. On est vraiment convaincu que les initiatives peuvent venir du terrain et au contraire, c'est souvent les initiatives les plus simples qui peuvent apporter aussi beaucoup à l'entreprise. Donc, on a mis en place des challenges innovation dans nos usines où en fait, c'est les opérateurs qui découvrent des petites améliorations sur les lignes et du coup, qui font remonter ces initiatives. Et derrière, ça va donner lieu à une amélioration du rendement sur la ligne, plus de productivité. Et aussi, nous, un challenge avec des awards où on reconnaît ces initiatives-là, où on valorise ces personnes. Enfin, si j'arrive sur le haut de la pyramide avec un dernier exemple avant de vous faire le retour d'expérience sur Bloom, on voit vraiment que si on a du sens, si les collaborateurs se retrouvent dans la mission de l'entreprise, ils vont être plus motivés dans leur job au quotidien. Donc, par exemple, ça s'est particulièrement vu pendant la période du Covid où on a interrogé nos collaborateurs sur la fierté d'appartenance. Donc, forcément, pendant cette période où on fait partie de la chaîne agroalimentaire, où on nourrit les personnes, il y a ce sentiment d'utilité. Mais il a été d'autant plus fort aussi avec les initiatives de solidarité qu'a pris Bel, notamment avec la Solidarity Day de la vache qui rit, où en fait, pendant une journée,
on a produit dans toutes nos usines qui font de la vache qui rit et on a reversé les bénéfices et la production au personnel soignant et aux personnes en difficulté. Voilà, c'est une petite action qui ne nous a pas pris beaucoup de budget, de temps, mais derrière qui a été hyper forte en termes de fierté, d'appartenance. Et du coup, derrière, les personnes sont encore plus fières de travailler pour Bell et, du coup, et ça se ressent derrière forcément dans la productivité de l'entreprise. Et donc, si j'enchaîne maintenant avec Bloom, Bloom, c'est une histoire qui date de plusieurs années. On avait, comme la plupart des entreprises, une grande enquête annuelle qui, au final, nous prenait beaucoup de temps et on mettait en place des gros plans d'action qui parfois devenaient presque obsolètes à partir du moment où on les déployait. Donc, nous, on souhaitait quelque chose de plus fluide, de plus régulier, surtout dans des périodes de réorganisation, par exemple, ou de Covid, où on a besoin aussi de prendre le pouls le pouls des équipes, la température de manière plus régulière. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi Bloom. Et peut-être quelques clés de succès, si je peux donner quelques conseils aux personnes qui souhaiteraient faire de même. Tout d'abord, sur la partie communication, c'est important de rassurer sur l'anonymat. En effet, c'est quelque chose qui est important de marteler pour que les personnes aussi se sentent libres de faire des commentaires et de répondre. Il ne faut pas louper le lancement et je pense que Bloom nous aide bien à ça avec des kits, etc. Mais de créer un vrai teasing pour que le premier quiz soit une réussite et que derrière, ça donne envie aussi de continuer à répondre. Il faut aussi faire une animation régulière. Donc nous, par exemple, on présente tous les mois en comité de direction les résultats, on partage sur les plans d'action. Mais je pense une des clés aussi du succès, c'est d'en faire un vrai outil managérial. Ce n'est pas juste un outil RH, c'est vraiment un outil au quotidien que les managers doivent se saisir. Donc pour cela, bien sûr, il faut les former à l'outil. Et ensuite, on voit vraiment la différence entre les entreprises les équipes qui l'ont instauré comme un rituel. Dans chaque réunion d'équipe, ils débriefent des résultats Bloom. Et derrière, on a des taux de participation de 100% parce que forcément, les collaborateurs voient l'intérêt de répondre, voient que derrière, il y a des actions qui sont prises. Donc, c'est important de s'instaurer dans la durée avec aussi des plans d'action. Et parfois, ça peut être des actions très faciles à mettre en place. Par exemple, un des retours qu'on a eu, c'était les équipes manquent d'informations sur le business. Donc, nous, très rapidement, on s'est dit, tiens, on va donner plus d'informations sur le business via une petite newsletter mensuelle qui, donc si on n'avait pas eu ces commentaires-là, on ne l'aurait peut-être pas forcément capté. Et enfin, dernière clé de succès, je pense, c'est d'adapter les questions au contexte. Donc, on a pu voir, nous, par exemple, quand on a fait une réorganisation, on a profité des questions Bloom pour essayer de capter sur est-ce que la réorganisation a été bien comprise. Donc, ça, c'est plutôt sur le court terme. Et dans le long terme, est-ce que vous voyez les effets bénéfiques de cette réorganisation? Donc, ça permet aussi de prendre le pouls sur ces sujets-là. Le Covid, bien sûr, qui a été un moment où les personnes étaient plus présentes, donc c'était d'autant plus important de garder le lien. Et enfin, nous, RH, ça nous permet aussi d'alimenter notre plan d'action et pour qu'il colle au mieux aux besoins des collaborateurs. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu le timing. N'hésitez pas si vous avez des questions pour la fin de la session. Parfait, Marie. Totalement dans le timing et surtout extrêmement intéressant, très concret. Merci de nous donner cet éclairage, en particulier lié aux opérations. Et l'objectif de ce webinaire était non seulement évidemment d'être concret, mais pas trop focalisé sur ce qu'on appelle l'école blanc, mais tenir compte des cols bleus, de tous les collaborateurs qui sont sur les sites, dans les opérations. Et ça, c'est particulièrement important. Moi, j'ai noté plusieurs mots. Un outil managérial. Ça, c'est un point important. La notion de réussir le lancement. Peut-être ça fera l'objet de questions. C'est quoi, comment on réussit ce lancement, justement? Tout le talent, et manifestement chez Bell, vous en avez, c'est d'en faire un rituel. Cette notion de rituel.
parce que les collaborateurs, manifestement, se sont sentis entendus et parce qu'il y a des plans d'action. Et dernier petit point que je retiens, l'accompagnement de la transformation. Chez Delville, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, à nous, à nos managers. Donc, un outil qui peut accompagner, prendre le pouls de la transformation. Je trouve que c'est un terme particulièrement intéressant. Donc, merci encore Marie et je vous invite à poser des questions. Je vais laisser la parole à Frédéric Bouisset, qui va remettre en perspective de façon, alors pratico-pratique, je lui vole son expression favorite qu'il affectionne, mais qui me plaît beaucoup aussi, sur comment concilier qualité de vie au travail et performance économique. La parole est à toi, Frédéric. Avec le micro, c'est encore mieux. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup Sophie et Annelise pour l'organisation de ce webinaire. C'est vrai que Delville a sa place dans la transformation et c'est bien que vous puissiez organiser en fait des webinaires comme ça pour nous challenger un petit peu sur comment conjuguer qualité de vie au travail et performance économique. Et comme tu le disais tout à fait, en fait, là, j'ai quelques conseils très pratiques pour voir comment le faire. Alors, tu l'as dit en introduction, l'enjeu, c'est un enjeu double. Le bien-être au travail, c'est une attente très forte des collaborateurs, mais c'est aussi en fait un enjeu pour les entreprises pour engager le plein potentiel, comme on dit, des équipes. On ne le sait pas assez, mais les spécialistes disent que 45 à 55% du potentiel des équipes est en général engagé. Ça veut dire qu'il reste pratiquement la moitié du potentiel à engager chez les collaborateurs. Donc, c'est probablement en fait la première source de progrès d'une entreprise que d'engager pleinement ses collaborateurs au service du grand dessein et au service de la performance économique de l'entreprise. Et dans les temps qui sont les nôtres, effectivement, pour sauver au mieux en fait, les résultats 2020 et préparer 2021 en remboursant les PGE, en commençant par rembourser les PGE, il n'y a pas de doute que c'est des sujets en fait, très importants. Alors, c'est vrai aussi que les crises sont des moments en fait, opportuns pour ce genre de transformation. Moi, j'en ai vécu deux que je voudrais en fait, illustrer un petit peu pour donner du concret à mes propos. La première, c'était aux États-Unis en 2006-2007. À l'époque, je travaillais pour Lactalis, qui faisait là-bas 560 millions de chiffre d'affaires en vendant des fromages. Et le lait, en fait, le prix du lait a explosé en 2007. On s'est retrouvé avec un prix du lait qui a augmenté de 50%, ce qui a fait chuter notre cash flow. Et donc, du coup, en fait, on s'est retrouvé avec le bonnet d'âne chez Lactalis. Donc, on a senti qu'il fallait qu'on change, qu'on trouve en fait un plan de transformation pour améliorer notre résultat. C'est ce qu'on a fait. On avait un budget pour faire 40 millions de dollars en 2008. On a fait 55 et on a fait 85 l'année suivante. Donc, on a eu un plan de transformation incroyablement efficace, sans doute parce qu'on avait bien senti que c'était le moment de le faire, qu'on a su en fait changer l'organisation avec un reporting beaucoup plus simple et beaucoup plus précis, qu'on a eu un focus beaucoup plus clair sur les promotions internes, qu'on a renforcé notre communication interne aussi. On a doublé le bonus des vendeurs. Bref, on a fait un certain nombre de points très concrets d'amélioration qui nous ont permis de décoller. Autre exemple que je voudrais citer, c'est celui de l'Aberry UK, 2017-2018, où là, en fait, sous la pression des distributeurs, c'était le Brexit. C'était aussi une époque où les hard discounters étaient en train de rogner sur les parts de marché de Tesco, Sainsbury et les autres. Et donc, on a souffert, comme pas mal d'entreprises. On a perdu de l'EBITDA. Et pour remonter, il a fallu aussi jouer sur l'organisation RH. On a nommé un nouveau directeur général. On a fait un reporting plus précis. On a fait un gros focus sur la reconnaissance, avec en particulier un programme dans les usines qu'on appelait Pride, qui s'appuyait sur des awards pour reconnaître ce que faisaient les employés. Marie en a parlé chez Bell. C'est très important. On avait un mur de la gloire où dans chaque usine, on avait cette mise en avant très claire, très visuelle à l'entrée de l'usine. On ne pouvait pas le manquer. Et puis, on a mis en avant aussi la qualité qui était en fait une façon de rebondir. Nos crevettes qu'on cuisait dans l'usine de Warminster étaient les meilleures qu'on avait en Angleterre. Donc, on a pu remonter en fait comme ça, pied à pied, notre rentabilité. Et ça, dans un contexte de Brexit qui était assez difficile. Alors, de tout ça, moi, ce que j'ai tiré comme leçon, c'est que la conviction du CIO et la motivation des équipes, c'est l'étape numéro 1. C'est le premier point, finalement, d'un plan de transformation. Moi, je recommande fortement d'évaluer, en fait, les collaborateurs, y compris le CEO, le président de l'entreprise, pour être sûr, en fait, d'aligner un petit peu les sensibilités
et tirer le plein potentiel en fait, de chacun des joueurs de l'équipe. Donc, cette revue de management, finalement, c'est un point de départ. Je pense que le baromètre sur mobile, c'est clair. J'espère que la leçon de ce webinaire, ça sera ça. Comment mesurer en fait, pour progresser. Finalement, c'est un peu la conclusion. Donc, si on ne mesure pas, c'est difficile de progresser, il n'y a pas de doute. Donc, c'est un élément important. Et ça permet en fait, de visualiser un bénéfice pour chacun, pour savoir dans un plan de transformation, finalement, qu'est-ce que gagne le collaborateur. Ça, c'est très important, cette reconnaissance, ce bonus personnel du manager dans la transformation, c'est quelque chose qu'on oublie, mais qui est très important pour réussir. Concrètement, l'étape numéro 2, c'est de bien sûr mettre en place ce plan d'amélioration de la qualité de vie au travail. J'ai reformé un peu la pyramide qu'on a vue tout à l'heure, parce que la sécurité dans l'agroalimentaire est un sujet critique. L'agroalimentaire, qui est la première industrie en France, a le bonnet d'âne aussi de la sécurité au travail, beaucoup trop d'accidents mortels. Moi, j'en ai vécu 2 dans ma carrière, et c'est toujours des drames qui sont terribles à vivre pour les entreprises et pour les salariés. Et malheureusement, on a encore beaucoup à faire en France dans nos usines agroalimentaires pour améliorer ça. La santé est un sujet critique, beaucoup de maladies professionnelles, beaucoup de tendinites. Donc il y a des sujets, en fait, avant de parler de qualité de vie au travail, basiques, qu'il faut aussi traiter. Et Saint-Charles et Marie l'ont bien signalé également. Mais bien sûr, la qualité de vie au travail, c'est pousser tout ce qui est engagement et inspiration. Donc, le plan RH est vraiment le préalable dans les leviers en fait, d'un plan de relance. Avant de construire le plan de relance, c'est bien de commencer en fait, par ce levier-là, qui est l'un des 7 leviers à actionner en fait, pour un plan de relance. Alors, si on regarde donc d'une façon pratique comment faire l'intégration de ce plan RH dans les 7 autres plans, vous voyez sur le slide d'après que finalement le DRH il a l'un des 7 leviers, mais le CEO il a aussi en fait la stratégie. C'est important de communiquer, de donner du sens à tout ce qui est fait pour tous les collaborateurs et de le répéter régulièrement. Le CFO il est bien sûr en fait au cœur du dispositif pour sécuriser le cash et pour valider les plans d'économie ou de création de valeur de chacun de ses collègues. Du directeur des ventes et du marketing, lui, il a un rôle clé pour trier ce qui gagne et ce qui perd. On oublie de le faire souvent. Moi, je sais que chez Fleury Michon, c'est la première chose que j'ai fait chez Fleury Michon Traiteur, et ça a été extrêmement efficace. On l'a fait aussi aux États-Unis chez Lactalis, où on a décroché des boulets, un peu forcés par la crise qu'on a vécue en 2007. On a décroché des milliers de tonnes de produits qui n'étaient pas rentables, qui avaient des marges sur coûts variables négatives. Donc ça, c'est un nettoyage en fait, qu'il faut absolument faire dans un plan de transformation. La digitalisation est un volet, bien sûr, qui était très important. Et puis, j'ai mis donc, bien sûr, le levier du directeur des opérations, parce que, par exemple, chez Labeyrie, 2/3 de notre plan de transformation, de la création de valeur de notre plan de transformation Fou d'Amour venait des achats, des usines et de la logistique. Donc, c'est logiquement de ce côté-là qu'on peut aller chercher également donc, des économies importantes. Et en dernier point, donc, j'ai mis un 7e levier qui est celui des M&A. Parce que même en période difficile comme celle qu'on traverse, des alliances ou des acquisitions peuvent être critiques pour relancer la machine. Alors après, de façon très pratique, un plan de transformation, ça se présente d'une façon simple, comme le petit tableau de la page suivante. Vous voyez donc des axes stratégiques assez simples qu'on peut trouver à coup sûr dans chacune de vos entreprises. L'excellence opérationnelle, la conquête de nouveaux marchés, les économies transversales. Et chacun de ces chantiers, le but du jeu, c'est que chacun des membres du comité de direction puisse aider l'équipe à les chiffrer avec l'impact EBITDA à court terme, ça peut être en général 1 an, et puis l'impact moyen terme, ça peut être en général 3 ans. Mais par exemple, dans une des entreprises que je préside en ce moment, qui fait des champignons surgelés, on s'est fixé un cap à mars 2021 et un autre cap à mars 2022. Vous voyez, c'est des échéances encore plus courtes. Et on reste pourtant sur 10% pratiquement du chiffre d'affaires comme objectif d'économie d'ici 2 ans. Donc, ça prouve que même si c'est court, ça peut être extrêmement visible et extrêmement concret pour retourner la situation d'une entreprise. Après, j'ai mis un dernier outil qui est la grille pour filtrer les priorités. C'est une petite grille simple où on a un chantier, donc où on peut visualiser les différents chantiers en mettant donc l'impact court terme sur les EBITDA à 1 an et l'impact à moyen terme. Ça permet de voir donc en haut à droite les chantiers les plus impactants pour l'entreprise. Si on rajoute des couleurs vert, facile à faire par les équipes ont déjà délivré ce genre d'économie. Rouge, au contraire, les équipes ne l'ont jamais fait et en plus, c'est coûteux. Donc là, ça permet de bien visualiser ce qui semble facile de ce qui semble plus difficile. Et sur cet exemple-là, on voit que par exemple, le chantier numéro 6,
qui est en bas à gauche est probablement un chantier à laisser tomber. Voilà, donc cette grille permet de bien trier en fait, avec les équipes ce qui est le cœur du travail de transformation. Alors, en conclusion, donc, j'espère que vous avez pu voir donc, dans ce webinaire des choses qui permettent de mesurer et de progresser. C'est vrai pour les hommes, c'est vrai aussi pour les marges, c'est vrai pour les performances produits, pour les performances dans les usines. Et c'est la bonne façon finalement en fait, de bâtir un plan de transformation. Comme le moment en fait, 2020 et 2021 s'y prêtent, je vous souhaite bonne chance pour travailler dans cette direction. Et j'espère qu'on vous aura apporté des éléments utiles. Merci. Merci beaucoup Frédéric pour ta présentation à la fois très fournie, très pratique avec des outils concrets que nous aurons plaisir à partager avec vous suite au webinaire. Moi, je retiens des notions de sécurité. Il y a le bien-être, mais intégrer la sécurité, alors évidemment la santé et l'importance de la reconnaissance. Ça, on en a parlé dans la pyramide de Maslow, mais on le dit souvent trop peu et nos managers, peut-être que chacun, on a l'impression de donner de la reconnaissance, mais s'interroger et mesurer sur le fait qu'on donne suffisamment de reconnaissance, et je fais un petit clin d'œil aux membres de mon équipe, c'est important. Avec toujours ce proverbe, cette phrase que j'aime beaucoup, mesurer, c'est progresser. Mesurer, ce n'est pas sanctionner, ça fera le lien sans doute avec des questions-réponses pour lesquelles Anis va prendre le relais, mais l'importance de mesurer, c'est une fois de plus, pas pour être l'œil de Moscou, mais au contraire pour engager et progresser. Voilà, je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Anis, je te redonne la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, nous avons deux questions d'abord pour Bloom, pour Charles. Comment la démarche de Bloom, comment les enquêtes peuvent-elles être manipulées, le management ou les partenaires sociaux dictant les réponses? Pour Bloom, mon mari ou Frédéric. Alors, la réponse courte, ce sera non, mais je pense que l'intérêt de la réponse sera de dire pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir de manipulation. Alors, il y a un premier élément, c'est qu'aujourd'hui, dans le choix que nous avons fait, c'est d'avoir une posture de conseil par rapport au contenu des questions qui seront posées. Ce qui fait que si demain, il y a des questions qui seraient orientées dans quelque sens que ce soit, nos Bloom, on mettrait entre guillemets nos petits drapeaux en disant attention, là, vous êtes en train d'orienter cette question-là, et potentiellement, vous pourrez biaiser ou en tout cas induire des conclusions de manière pas très claire. Donc, nous, on rejoue ce rôle de conseil sur les questions en tant que telles. On ne choisit pas tout, on ne choisit pas les thématiques, mais on a quand même le garant de l'impartialité de la formulation des questions. Ensuite, sur le contenu, nous, on a fait un gros travail technique pour dire qu'une fois que la question est posée, en fait, on ne saura pas qui a répondu, et deux, on ne peut pas truquer les questions. Les liens sont individuels de réponse. Donc, en fait, la statistique qui sera présentée sera une statistique brute, mais qui n'est pour le coup pas manipulable. Donc, ensuite, il y a comment on lit les résultats, mais pour le coup, la donnée sera une donnée de réponse franche et authentique à une question impartiale. Donc, voilà comment on travaille aujourd'hui. Et heureusement, on travaille avec des gens qui ont envie d'œuvrer, on va dire, pour le bien commun, pour ce côté win-win. Et donc, dans ce cadre-là, on n'a jamais eu de demande implicite ou même explicite ou même implicite de la part de direction ou de membres de conseil quelconque pour réfléchir à les résultats. J'espère avoir répondu à la question. Moi, une question du coup pour Marie. Est-ce que Marie, chez Bell, vous avez eu justement des interrogations, des doutes sur ce sujet? Non, je pense qu'en effet, on fait attention au wording des questions et des réponses pour pas orienter. Et après, comme nous, nos collaborateurs utilisent beaucoup les commentaires. Donc, dès lors que la question, qu'ils voulaient réagir aussi par rapport à la question, ils nous font vite savoir quand ils souhaitent rajouter quelque chose. Et les commentaires ne trompent jamais, donc, et on ne peut pas les effacer. Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est compliqué de truquer. Il y a une autre question du coup pour Marie. Comment la démarche Bloom de Bell oriente la gestion du télétravail et le retour au bureau après le confinement?
Alors, justement, on a posé la question et déjà pendant le confinement, on a voulu savoir comment les personnes vivaient cette période, comment ils arrivaient aussi, après plusieurs semaines, à s'adapter au télétravail. Donc, les retours étaient très, très importants pour nous parce que c'est important de garder la proximité pendant cette période. Et on les a aussi interrogés sur comment ils voyaient la suite. Est-ce qu'ils voulaient plus de télétravail qu'ils en ont aujourd'hui? Donc au siège, par exemple, on est sur 1 jour aujourd'hui. Donc est-ce qu'ils souhaitent plus? Majoritairement, ça a été oui. Mais on a senti quand même que les personnes ne veulent pas de télétravail à 100%. Donc forcément, nous, ça nous nourrit aussi les retours à ces questions pour nos réflexions sur le après. Et ça nous permet aussi voilà, de réfléchir à la suite et sur un potentiel élargissement du télétravail aussi plus large que le siège aujourd'hui. Ok, c'est justement une question, une personne qui demandait est-ce que vous envisagez de l'élargir à tout le groupe éventuellement? Une autre question, au niveau du groupe Bell, allez-vous au-delà de vos propres salariés en termes de QVT, à savoir comment prenez-vous soin des agriculteurs en tant que tel premier acteur de la chaîne? Je dirais que tout d'abord, si on reprend les différents piliers, il y a au niveau de la reconnaissance et la valorisation, il y a déjà créé des vrais partenariats avec les agriculteurs et c'est ce que Bell fait avec notamment la PBO, qui est l'association des producteurs Bell West, où on s'engage notamment sur un prix du lait fixe sur l'année, à différentes primes aussi en fonction de la qualité du lait. Mais pour moi, ça va au-delà de ça. Ça va aussi via un accompagnement qu'on fait des producteurs pour les aider, par exemple, dans leur exploitation au quotidien. La conversion au bio aussi, par exemple. Et une dernière idée qui me passe, c'est l'an dernier, on a mis en place aussi une formation qui s'appelle Une journée à la ferme, où on va permettre à nos salariés d'aller dans la ferme et de découvrir. Et pour moi, c'est aussi ça, c'est aussi valoriser ces métiers. Et du coup, j'ai eu la chance d'y participer. Et en fait, on a senti la fierté aussi des producteurs de nous expliquer leur métier. Donc pour moi, c'est aussi ça qui contribue à cette fierté et à cette reconnaissance de nos partenaires producteurs. Ok. Une autre question, quel a été l'impact du télétravail sur les mesures de QVT? Je sais pas si on a répondu. Pour Marie, probablement. Il y a forcément un impact. Après, nous, le télétravail, ça existait déjà avant, donc là, ça a été juste renforcé. Et ça a été, par exemple, des questions qu'on se pose sur comment faire en sorte qu'on soit aussi bien installé à la maison qu'au bureau. Donc voilà, c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui. Alors, on est encore là dans la phase crise Covid, donc c'est plus je pense, des mesures qui vont se décider par la suite. Je pense que c'est important de se dire aussi pourquoi est-ce qu'on reste en télétravail et quels sont les avantages, et aussi redonner envie aux personnes de venir sur le lieu de travail, et quand on vient sur le lieu de travail, pourquoi on vient. Donc, recréer aussi des moments de convivialité, même si en ce moment c'est un peu plus compliqué. Une question aussi liée aux IRP. Quelles sont les réactions des IRP à cette démarche, notamment de Bloom? Peut-être Frédéric, si tu as par rapport à… Oui, avec plaisir. Nous, en fait, chez La Berry, on avait installé effectivement le baromètre Bloom at Work. Très bon retour des représentants du personnel, au motif que poser des questions aux salariés, ça leur semble une bonne chose. Ils ne sont pas sentis bypassés. Ils ont plutôt en fait utilisé l'outil pour cristalliser un petit peu leurs efforts sur des sujets qui leur paraissaient assez clairs. Donc, je pense que c'est une bonne façon de factualiser aussi la discussion, parce que moi, je crois que surtout ce qu'on a retenu, nous, c'était que c'était un outil de dialogue, un outil d'écoute, et c'est beaucoup mieux en fait d'avoir un outil plutôt que d'être dépendant des bruits de couloir sans savoir en fait comment privilégier. Et donc, la façon dont on l'utilisait, nous, chez nous, c'était le premier thème de notre comité de direction, c'était people, les personnes. Et la première chose qu'on regardait, c'était où est-ce qu'on en est de notre baromètre Bloom at Work. Donc, on avait une récap sur une page
qui permettait de voir, en fait, pour tous les membres qui étaient autour de la table, comment se passait leur secteur. Hein, ce n'était pas une question de fliquer, c'était juste aider les uns les autres pour voir, en fait, comment un tel était dans le rouge, hein, et comment faire, en fait, pour l'aider pour utiliser, en fait, le retour. Voilà, donc nous, en fait, bonne acceptation, hein, que ce soit les représentants du personnel, que ce soit les managers. Bien sûr, au début, il y avait un petit peu de peur d'être celui qui avait l'équipe qui était la moins motivée, etc. Et finalement, tout le monde s'est rencontré qu'on avait nos misères et nos gloires, et qu'on était tous en fait à la même enseigne, et que l'important, c'était de remonter vers le haut. Hein. Et donc, j'ai bien aimé quand Marie a dit que Belle était à 7,8. C'est une très bonne note, hein, et c'est beaucoup de travail. Donc, bravo Marie pour ça. Et si je peux me permettre de compléter pour les instances, il faut savoir que nous, on a pas mal de gens qui viennent nous voir. Ce sont des instances pour mettre en place Bloom. Et donc, ça se fait effectivement dans un esprit de collaboration assez complet, puisque tous les intérêts sont alignés pour la conciliation des intérêts de l'entreprise et du bien-être des collaborateurs. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y avait une question pour Belle. Est-ce que le groupe Belle, pour aller plus loin, envisage-t-il de s'engager dans une démarche d'entreprise à mission? On va au-delà de la démarche de QVT, mais... Oui. Alors oui, et justement, on a une nouvelle VP RH qui est arrivée récemment et son souhait, c'est vraiment qu'on puisse dédier une partie de notre temps en dehors de l'entreprise pour aller, voilà, pour aller s'inspirer et mettre à profit aussi notre temps et les compétences pour des associations. On l'a mis en place avec un partenariat avec Vendredi pendant le confinement, où en fait on s'est dit que l'entreprise n'a pas souhaité mettre en place de chômage partiel, notamment pour nos vendeurs. Et par contre, on leur a proposé de dédier une demi-journée, voire une journée par semaine à des associations. Et notre souhait, c'est vraiment d'en faire un projet pérenne dans le temps et que ce ne soit pas juste pendant cette période. Top. Il n'y a pas d'autres questions, il me semble. J'ai une question pour tous, c'est quels sont les facteurs clés de succès pour réussir le lancement d'une démarche structurée avec les outils de mesure de cette démarche QVT? Je peux peut-être casser la glace, hein, me lancer à l'eau le premier. Nous, en fait, chez Berry, ce qui nous a semblé très important, c'est de faire un lancement progressif. Hein. Et donc, sur les 4900 salariés qu'on avait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par le top 200. Bon, d'abord, on a bien discuté avec le comité de direction sur les avantages et inconvénients, hein, donc on s'est approprié l'outil. Ensuite, on l'a déployé au niveau du top 200 managers, qui étaient ceux qui étaient les plus exposés et finalement, de fil en aiguille, étaient devenus actionnaires au fil des 4 LBO que la Berry a connus ces dernières années. Donc, ils étaient à la fois salariés et en même temps actionnaires. Et on s'est dit, c'est un bon périmètre pour tester l'outil et voir comment le déployer. Et puis, au bout de 6 mois ou 9 mois, Charles sera peut-être plus précis dans le timing, on l'a déployé sur une première usine, qui était celle justement dont j'ai parlé tout à l'heure, Pride, Warminster en Angleterre, qui était très sensible à tous ces problèmes de dialogue, d'écoute. Et au-delà de ça, donc je pense que maintenant la Berry a dû déployer sur les 4900 salariés. Donc on a eu un déploiement progressif, d'abord plutôt en fait des gens de bureau, on va dire, hein, le top 200 managers. Puis en fait on a sauté le pas dans l'usine parce qu'il y a des problématiques d'accès en fait aux outils IT qui n'étaient pas très simples. Hein, et puis là, donc maintenant je pense que le déploiement est global. Si je peux compléter, je pense qu'il y a un premier élément, c'est qu'il faut des convictions partagées. Une démarche de ce type-là ne va pas si on fait ça pour la com ou pour les faux semblants. Donc, il faut que la conviction elle soit partagée entre l'équipe direction, entre les managers, entre les instances et entre les collaborateurs. Donc, c'est vraiment lié à la culture. Je pense que le deuxième point, il faut des chiffres pour éviter effectivement les bruits de couloir et avoir une démarche structurée comme un projet classique, en fait, avec des KPI et des éléments clés. Et puis, le dernier point, je pense qu'il faut qu'il y ait aussi un peu du plaisir. Nous, ce qu'on observe souvent, c'est que les projets qui marchent, les actions qui sont mises en place sont celles qui sont guidées par une volonté d'un porteur de projet de faire quelque chose parce que ça lui plaît, parce qu'il s'y reconnaît. Et donc, cette notion de transversalité, de plaisir, de prise d'initiative est essentielle pour arriver à embarquer, entre guillemets, le plus grand nombre dans ces éléments-là. Je sais pas, Marie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à la démarche chez Belle?
Ouais, nous, ce qui avait bien marché, c'est de créer un peu de teasing, de donner envie. Donc, il y avait notamment via le management visuel où on avait mis des posters, d'ailleurs fournis par Bloom, en disant ça arrive ou J-7. Et du coup, ça crée un peu cette envie et cette curiosité. Et ça avait été plutôt bien perçu. Merci beaucoup. Écoutez, il est sur mon iPhone 12h57. Je crois qu'il est temps de conclure. Un grand merci pour ce partage d'expérience. Absolument, moi, je trouve passionnant. Merci Marie, merci Charles, merci Frédéric, merci Anne-Lise. Les outils existent. Comme vous le rappelez, il faut l'envie. Mais dans tous les cas, c'est une démarche qui est absolument stratégique et, comme le rappelait Frédéric, créatrice de valeur. Sans engagement, il n'y a pas de performance économique. Donc, merci à tous. Un dernier petit clin d'œil à Patrick Abadi, notre fondateur et président d'Avil Management, qui malheureusement ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais pour qui le bien-être au travail pour les managers, les collaborateurs est une préoccupation de tous les jours et une réalité, en tout cas. Belle journée à vous tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et bon appétit. Je ferme la réunion. À tout de suite.